Alors, j'avais compris très tôt qu'il ne suffisait pas d'aller à l'université et d'y donner des directives ou des formations, mais qu'il fallait au niveau central faire un plaidoyer pour qu'il y ait un changement de politique dans la lutte contre le cancer. Mais j'ai également compris que ce n'était pas suffisant et qu'il fallait aller plus loin en essayant d'impulser un changement de comportement au niveau des populations. Mais également qu'il fallait impulser ou créer des modèles d'intervention en matière de lutte contre le cancer. C'est ainsi que, pour ce faire, j'ai créé des différentes organisations de la société civile. J'ai créé la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer, qu'on appelle l'ISCA, que j'ai mis sur les rails. J'ai créé en même temps la Ligue sénégalaise de lutte contre le tabac pour fédérer un peu toutes les associations qui luttaient contre le tabagisme. Mais j'avais également compris que le dépistage et la prévention sont les deux éléments qui permettaient de diagnostiquer les cancers suffisamment tôt pour pouvoir les guérir, mais surtout de les prévenir par la vaccination, par la lutte contre le tabagisme, par la lutte contre les facteurs de risque de ces cancers. Et c'est pour cela que j'ai créé la dernière association qui s'appelle Prévenir, donc qui ne s'est pas fixé comme seul objectif de prévenir le cancer, mais de prévenir les risques sanitaires et sociaux. Parce que dans la lutte contre le cancer, il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte, qui sont des facteurs sociaux, qui ne sont pas des facteurs liés à des maladies ou à des expositions. 75% des cancers arrivent à des stades où il est trop tard de faire quelque chose. On ne peut donner à ces malades-là que des soins dits palliatifs ou des soins dits de support. Il ne reste donc que 25% de malades pour lesquels on peut espérer un traitement curatif. Alors qu'on connaît les facteurs de risque de ces maladies. 46% des cancers n'auraient même pas dû exister si on avait appliqué des stratégies de prévention, soit par des politiques volontaires ou alors par des changements de comportement. Mais ça se programme et ça s'organise. 75% des décès par cancer n'auraient pas dû exister s'il avait été appliqué des techniques de dépistage, de prévention et de traitement de ces malades. Donc vous comprenez qu'il y a là tout un boulevard. Il y a 10 700 nouveaux cancers chaque année au Sénégal. Les 7 500 vont mourir de leur cancer chaque année. Et donc quand vous faites le cumul de ces chiffres, il vous reste à peu près 15 000 cancers vivants tous les 5 ans. Comment faire pour régler ces questionnements? Vous croyez que c'est en prenant des mesurettes qu'on peut y arriver? Il faut un plan cancer sur 5 ans. Ce plan doit partir de la naissance des enfants jusqu'à la mort des sujets et il devrait prendre les différentes problématiques pour les traiter. Donc vous comprenez que quand j'entends des mesurettes par-ci par-là, cela m'attriste. Alors, commençons par l'exemple le plus simple
qui consiste à lutter contre, mettons, les mutilations génitales féminines, qui sont des modèles de violence basés sur le genre et qui souvent exposent les femmes très jeunes à des facteurs de risque qui, bien sûr, vont impacter leur vie sociale, etc., mais en plus peuvent les exposer à des grossesses précoces, etc., qui peuvent exposer au cancer. Donc vous voyez, en agissant sur d'autres facteurs sociologiques, on agit directement ou indirectement sur le cancer ou d'autres choses. Le tabagisme, 30% des cancers sont liés au tabagisme. Mais ce n'est pas tout de dire aux gens d'arrêter de fumer. Mais il faudrait également aider peut-être les producteurs de tabac à changer de métier, à changer de modèle de culture, etc., pour faire du bambou, qui est 10 fois plus rentable que la culture de la feuille de tabac, et qui réduit les risques d'exposition de leurs enfants dans les champs de tabac, en entraînant la déscolarisation des enfants et en entraînant d'autres problèmes. Donc vous comprenez que la dimension humaine et sociale et sociologique dépasse largement le cadre de la maladie. Et donc c'est pourquoi nous essayons de faire ce genre de choses. Mais nous essayons aussi de travailler sur des modèles de capacitation des femmes. Vous doutez fort bien que quand une femme n'a pas les moyens d'assouvir ses besoins financiers, sociaux et familiaux, elle ne pourra pas aller vers le dépistage ou la prévention ou les soins. Donc vous comprenez que ce sont des choses qui sont par un système d'interaction relationnelle qui sont liées, à tel point qu'on ne peut pas non plus faire que cela. Je suis d'une génération de gens qui avons écouté et entendu Léopold Sédar Senghor parler d'organisation et de méthode. J'ai eu l'impression qu'il y avait peu ou pas de planification dans les politiques de santé. J'ai eu l'impression d'avoir assisté à une confusion. La gouvernance sanitaire croyait être une gouvernance de la maladie. Mais je ne sentais pas qu'il s'agissait d'une gouvernance de la santé des populations. Jusqu'à plus ample informé, nos ministères ne s'appellent pas ministère de la maladie, mais s'appellent ministère de la santé. Si vous prenez une population, dans nos populations, 1000 personnes, quelle est la proportion de gens malades? Il y en a peut-être 1 ou 2 ou 3 sur 1000 qui sont malades. Pourquoi devrait-on ne s'intéresser qu'aux 2 pour 1000 de malades et oublier les 998 pour 1000 de non-malades? Pourquoi ne pas se battre pour que les 998 sur 1000 ne tombent pas malades? Et donc que toute la planification se fasse pour, bien sûr, soigner les 2 pour 1000 qui sont malades, mais également se battre pour que les 998 pour 1000 ne tombent pas malades. Voilà vraiment résumé et simplifié ma vision de la gouvernance sanitaire de nos pays en Afrique. Et deuxièmement, qu'on ne se sente pas obligé de s'arrêter à contenir ou subir les effets des maladies les plus bruyantes et qu'on ait la capacité d'avoir une planification. Et que nos gouvernances sanitaires ne se ruent pas simplement sur quelques problèmes de l'heure, paludisme, sida, diarrhée, mortalité infantile, maternelle, etc. Mais qu'il y ait tout un plan stratégique financé, qui puisse dire à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, voilà ce que nous voulons faire avec des indicateurs très précis, parce que jusqu'à plus ample informé, le ministère de la Santé est un ministère très technique
Et sa gestion doit être faite comme une économie dans laquelle il y a des objectifs à atteindre. Il doit y avoir un plan stratégique en disant comment faire pour atteindre ces différents objectifs, évaluer l'action sur ces différents objectifs et ouvrir des perspectives pour le futur. Et cela doit partir d'abord de la meilleure connaissance des états de santé et de maladie. Ça s'appelle un système d'enregistrement statistique de toutes les données, y compris dans le cancer et dans d'autres maladies, mais surtout un monitoring permanent de l'ensemble de ces paramètres de santé et de maladie, qui permettent de comprendre les problématiques, qui permettent de mettre en place des allocations de ressources et qui permettent d'évaluer les actions et de tirer les perspectives. Donc, toute autre façon de faire qui consiste à subir les situations de catastrophes sanitaires dans lesquelles nous vivons ne me paraît pas être à la limite lucide ou même efficace. Voilà. Donc vous comprendrez aisément que je ne peux pas comprendre que dans beaucoup de pays africains, que la gestion des problèmes de maladie soit simplement laissée au Fonds mondial, à l'OMS, à ceci ou cela. Ça doit être une affaire de politique sanitaire, permettant de gérer les états de santé et de maladie, d'accord, avec un programme financé et évalué. Malheureusement, ça ne se fait que dans certaines maladies, dont le sida, dont le paludisme, dont la tuberculose, mais toujours avec l'aide des partenaires internationaux. Malheureusement, on ne sent pas la planification dans nos politiques gouvernementales, locales, communautaires, communales et jusqu'à l'échelle familiale. On a l'impression que tout est laissé en l'état et on a l'impression que la gouvernance internationale, les bailleurs internationaux viennent nous aider à régler, à éteindre le feu dans certains secteurs, sans plus. Je crois qu'il y a des engagements personnels au niveau individuel qui font que certains sont peut-être un peu plus curieux que d'autres, sont un peu plus regardants sur des questionnements en matière de formation. C'est la trajectoire de chacun d'entre nous. Mais par contre, il appartient à la gouvernance d'un pays de se donner les moyens d'encourager la formation et de planifier les formations des ressources humaines qualifiées pour pouvoir répondre aux besoins qui sont les nôtres. Vous savez, un pays qui ne fait pas de recherche est voué à importer des technologies, et souvent des technologies inadaptées à ses besoins. Et pour ces raisons, il devrait y avoir non seulement une programmation de la formation, un encouragement de ceux qui en font un peu plus, qui font un peu plus d'efforts, mais surtout une implication de tous. Je vous donne un exemple. On a un besoin de formation de personnel de physiciens médicaux. Cela n'avait pas été planifié. Nous essayons de trouver des sociétés privées capables d'investir dans ce créneau. Mais il doit y avoir des mécanismes simples d'incitation sur le plan de la fiscalité en disant si vous investissez dans la recherche ou dans la formation, ça vous sera déduit
de vos impôts sur les sociétés, ou etc. Je veux dire, ce sont des mécanismes qui peuvent permettre à des acteurs privés de s'impliquer dans la formation, mettons, par exemple. Et vous voyez, il y a comme ça beaucoup d'exemples et de secteurs dans lesquels il peut y avoir des initiatives innovantes qui peuvent être utiles.